Déjà le 3e épisode 2025 de votre rendez-vous cycliste. On connaît nos classiques. Très heureux de vous retrouver. Très heureux de retrouver notre belle équipe au grand complet. Cameron Van Den Broek, Gérard Bullens, Rodrigo Benkens et puis Jérôme Elguers. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. À la cantonade. Bonjour. Bonjour. Gérard Bullens, j'ai pas entendu. Bonjour. Ah voilà, là c'est un vrai bonjour. Équipe au grand complet, je le disais, puisque nous recevrons aussi dans le courant de l'émission Martin Weynans pour évoquer l'actu du vélo au féminin. Qui dit week-end chargé dit débrief, chargé au programme l'Estrade Bianche, le Grand Prix Riquet-Lyon, le Grand Prix Montserrat, Paris-Nice et puis une petite préface de Tirreno Adriatico. Il y a de quoi faire en 60 minutes. C'est parti et c'est donc parti avec d'abord un rapide tour de table, aussi rapide qu'un Merlier au sprint, petit clin d'œil. 4 courses commentées sur la RTBF, c'est samedi et dimanche, 4 vainqueurs différents. Tadej Pogacar à Sienne, Matteo Moschetti à Lessines, Alexis Brunel à Roulers et Tim Merlier à Le Perret en Yvelines. Alors je vous ai demandé à tous les 4 un petit devoir, sortir du lot un de ces 4 gars et m'expliquer, ça peut être le même, on ne s'est pas concerté, en quelques secondes, pourquoi, et le tirage au sort a désigné Jérôme en premier. Ah, j'aurais bien voulu choisir Tom Pidcock parce que je trouve que ça a été un deuxième admirable. Il a vraiment tout essayé et a osé s'attaquer à Tadej Pogacar. Mais voilà, j'étais présent à Sienne, comment ne pas évoquer Pogacar qui a encore repoussé les limites un peu plus loin parce que franchement, après cette chute-là, moi j'y croyais plus trop à sa victoire. Et là, c'est assez dingue ce qu'il a fait. Et puis, on a eu aussi une image très rare en vélo. Quelqu'un avec le maillot déchiré en sang qui gagne. Moi, j'ai essayé de me souvenir dans les souvenirs récents d'une image pareille. Alors, c'est vrai que Van Der Poel avait chuté à Glasgow lors des championnats du monde quand il est champion du monde. Mais c'était une chute quand même nettement moins violente. Il avait juste le cuissard déchiré. Voilà, cette image-là, elle est assez impressionnante, je trouve. Cameron Van Den Broek. Ben, moi, j'ai choisi Alexis Brunel, donc au Grand Prix Montserrat, parce que pour la première fois, pas de sprint massif déjà. Et puis, quand on voit son parcours, c'est quand même beau. Il avait arrêté en 2022 alors qu'il était chez UAE. Et maintenant, il vient de signer chez Total Energy et il gagne directement. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Et dans un style qu'on apprécie, en sortant et en tenant, en résistant face au peloton. Gérard Bullens. Moschetti. Parce qu'il est italien. Non, mais parce qu'il parle parfaitement français, mieux sans doute que je ne parle italien, et c'est un véritable coup de cœur que son interview, c'était remarquable. C'était une surprise, hein? Oui, c'était une surprise. On s'est demandé pourquoi, on a appris par après qu'il vivait dans le sud de la France, mais remarquable, même avec un petit accent du milieu. Du sud de la France, ouais. Très, très agréable. Accent du sud plus qu'italien. Rodrigo Benkens, pour terminer. Moi, de très loin, je choisis Tim Merlier. Parce qu'on ne peut comparer entre eux que des humains. Et je ne sais plus si tout le monde fait le même sport, avec ce que j'ai vu samedi. Voilà. Moschetti, c'est un Rodrigo qui doute, là. Moschetti, il gagne de très peu. Et parce que Nizzolo s'est planté. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Brunel, c'est formidable, mais bon, les directeurs sportifs et les équipes se sont aussi plantés. Pogacar, lui, s'est planté. Au propre. Je sais plus ce qu'il faut penser. Je dis à un moment donné, le dernier que j'ai vu comme ça en sang, je n'étais pas encore commentateur, c'était Bernard Hinault sur le Tour de France. Donc, Tim Merlier, lui, il a gagné avec... il n'y a pas eu besoin de photo finish. Il y avait quand même une belle opposition. Et il n'y a rien à faire quand la voie s'ouvre devant lui, quels que soient les adversaires. Je fais ce métier depuis 35 ans. C'est aujourd'hui le plus rapide du monde. C'est le 3e épisode et ça fait 3 épisodes qu'on se repose cette question, quel est le plus rapide? Tim Merlier a apporté une partie de la réponse sur cette première étape de Paris-Nice. On retourne dans l'ordre donc sur les fameuses routes blanches de Toscane, sur ces raides ruelles de Sienne, sur cette merveilleuse étonnante, toujours aussi étonnante Piazza del Campo, où qui d'autre que lui, donc Tadej Pogacar, est entré dans l'histoire une fois de plus en devenant le premier coureur depuis la création de l'épreuve en 2007 à s'imposer à 3 reprises, à 2 reprises d'affilée. Et il rejoint Fabian Cancellara, pour être précis, dans la liste des records avec 3 victoires, mais c'est bel et bien le premier à s'imposer à 2 reprises. Alors on avait dit, excepté une chute ou un incident mécanique, personne ne pourra le battre, Gérard. Et pourtant, malgré une gamelle, et une belle gamelle, et Rodrigo vient d'en parler, il a gagné.
Oui, il a gagné dans l'adversité, je vais dire. Il est très, très fort. Il sait réagir à un élément négatif. Moi, je reste admiratif, en fait, hein, avec l'espoir qu'un jour, on ne dira pas que point de suspension, comme le dit Rodrigo. Mais voilà, c'est la première véritable. Il y a eu une petite chute au Tour de France il y a 2 ans, si je me souviens bien. Vingegaard l'attend. Oui. Mais ici, franchement, c'est une sérieuse chute et je pense que certains ne pourraient pas repartir dans ces conditions-là. Lui, il sort du talus, il saute sur le vélo, il est reparti, il va rechercher Pidcock qui était fort. Pidcock qui est toujours un gars qui aujourd'hui est bien, demain est moins bien, mais quand il est bien, il a fait le maximum. Et il va le larguer et il lui met l'écart qu'il lui met encore. On s'était fait la réflexion ensemble qu'on avait vu des images à l'entraînement où il montait cette fameuse rue finale qui est interminable et insoutenable, même à pied, puisqu'on l'a fait ensemble au cours des années précédentes. Lui, il vole là au-dessus. Chapeau, hein, je pense qu'il a une préparation invraisemblable. On vous connaît tous très bien autour de la table. On sait tous que vous avez de l'admiration et pour Tadej Pogačar et pour Mauro Gianetti et pour l'équipe UAE et pour le fournisseur de vélo de l'équipe UAE. Mais pour la première fois peut-être, je vous entends ici émettre quelques doutes, de dire en tout cas... Non, Gérard, de dire, dans quelques années, j'espère que... Je ne me souviens pas vous avoir entendu dire ça. C'est vrai, et je trouve que pour 3 ou 4 coureurs, il y a des différences qui deviennent aujourd'hui excessives. Il y a les coureurs du plateau normal et il y a 3 ou 4 gars qui sont véritablement au-dessus du lot. Alors, on peut imaginer que ce sont des capacités physiques nettement supérieures, hein, au niveau de la puissance qu'ils peuvent exercer au niveau cardiaque, etc. Mais il y a des bruits qui courent aussi qu'on ne peut pas, quand on est dans notre position, ignorer. Et donc, il faut tenir compte de tout. Et moi, j'espère évidemment que Tadej, Vingegaard, Remco et autres soient au-dessus du lot par des capacités physiques, par la préparation de l'équipe, par le matériel forcément. C'est vrai que j'ai essayé le vélo en question, il va mieux que le mien. Pourtant, moi, ce sont les mêmes jambes, je n'ai pas plus de capacité aujourd'hui qu'hier, mais c'est un vélo vraiment, quand vous appuyez sur les pédales, il avance quasiment tout seul, je vais dire. Et donc, oui, tout doit être en ligne de compte, et franchement, pour le vélo et pour ma passion et l'amour du vélo que j'ai toujours eu, j'espère que tout se passera toujours bien. Mais force est de constater qu'on a un vélo aujourd'hui à 2 vitesses et que certains sont occupés à se poser des questions et qu'on peut s'en poser. C'est légitime, je pense. Au-delà de ça, il y a aussi une certaine forme de chance. Moi, quand j'ai vu cette chute, je me suis dit, vous mettez n'importe quel coureur à la place de Pogačar, il part de là avec une clavicule cassée, avec une commotion. Mais parce que si vous regardez cette chute... Aussi, quand Van Der Poel... chute, il glisse, heureusement c'était mouillé, mais il peut se casser le bassin et c'est fini pour lui. Non, on aurait voulu le voir rouler si ça avait été une course à étapes le lendemain. Ouais. Ah oui, on sait comment ça va. Alors, personne ne sait dans quel état il s'est réveillé le lendemain. On a vu déjà, juste après l'arrivée, il disait maintenant que l'adrénaline est partie, il commence à sentir et on voyait aussi à ses interviews, à sa tête qu'il souffrait. Il était pas mal à l'aise sur son vélo quand il s'est rendu à la salle de presse, hein, puisqu'après le podium, il va à vélo jusqu'à la salle de presse. Ça avait l'air d'aller, mais si on regarde encore cette chute, il tape d'abord de l'épaule, son casque manque de taper l'asphalte, et puis quand il se retourne, il a un espèce de demi-coup du lapin avant de terminer dans les ronces. Enfin, cette chute, elle est... On a, et vous êtes à la tête de ce superbe dossier sur les gains marginaux, et je vous renvoie sur notre site internet pour relire ces différents articles vraiment intéressants sur tout ce qui peut permettre à un coureur de gagner quelques pourcents et quelques watts. Mais là, avec Pogačar, on est au-delà de quelques watts, et c'est ça qui pose question. Et c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui. Et je ne pensais pas débuter ce podcast avec cette question, mais Gérard m'a tendu la perche. Votre avis, Jérôme, vous étiez sur place. Et comment réagit le public ? On sait que les Italiens sont des passionnés de vélo. Il n'a pas été hué en arrivant sur la Piazza del Campo. Je vous avoue que le public, au moment de la chute, j'étais tellement focus sur l'image que je n'ai pas entendu la réaction du public. Quand il a franchi la ligne, oui, il y a eu les acclamations habituelles.
En fait, on a vu qu'il repartait assez vite et qu'il appuyait très fort sur les pédales. Là, on s'est dit, OK, il n'est pas si touché que ça. Mais on s'est dit, peut-être que quelques minutes après, il va ressentir des douleurs. À un moment, on le voit d'ailleurs faire un check de son corps, remettre son cuissard. Et on a vu l'étendue des blessures. Là, on s'est dit, peut-être qu'il va avoir un contre-coup. Puis en fait, dans l'avant-dernier secteur, quand il sort Pidcock de sa roue, il est même pas en danseuse, il est vissé sur sa selle. Pidcock, lui, est en danseuse parce qu'il est asphyxié. Et là, il a développé, je pense que c'est sorti, plus de 700 watts de puissance moyenne pendant une minute pour sortir Pidcock de sa roue. Et l'écart qu'il fait en un seul secteur, c'est... Ouais, ceci étant dit, ceci étant dit, les brûlures, vous demandez à un coureur, au moment de remonter sur le vélo, on ne les sent pas. On se rend compte évidemment qu'on saigne, etc. Et ce n'est que quand l'adrénaline est retombée, quand on doit passer à la douche le soir et être soigné, qu'on sent véritablement ce qui sont des brûlures ou la peau qui est arrachée. Mais au moment même, on ne le sent pas vraiment. Ici, il n'est pas passé à la douche, il est passé au Karcher, avec la poussière d'Estrade Bianchi. Mais ça, c'est le gros problème, évidemment, c'est que pour nettoyer ces blessures, je suis assez d'accord avec Rodrigo, le soir même, c'est très très compliqué. On utilise parfois des moyens, du poivre notamment, oui, mais parfois d'autres moyens aussi. Mais c'est le lendemain, quand vous vous éveillez et que même la nuit, vous vous appuyez inconsciemment sur ces blessures, que vous vous rendez compte que vous êtes blessé. Maintenant, l'adrénaline, je peux bien l'entendre, mais à un moment donné, on disait on a souvent dit que ce qui était quand même le plus incroyable chez Pogačar, c'est qu'il, contrairement aux images d'archives qu'on peut aller voir sur des Merckx et des Hinault, puisqu'il faut faire référence, nous, on n'a pas connu, je crois que Gérard est le seul à avoir connu quelque chose qui approchait Pogačar, qui est comparable. On voit le masque de la souffrance, ce qu'il n'y a pas chez Pogačar. Or, après la chute, on s'est dit, on va voir le masque de la souffrance. Et il n'est pas si bien jusqu'au moment où il revient, mais à partir du moment où il lâche Pidcock, regardez quand même cette image de son dernier kilomètre, mais il est en plein bonheur, il sourit. Enfin, un gars qui est touché comme ça, il fête comme un buteur qui vient de marquer le but en finale de Coupe du Monde. Il lève les bras comme si son corps répondait à 100%. Donc ça vous interpelle vraiment. Et sa tête, parce que moi je veux bien l'adrénaline. Mais venir dire aux gars de Sporza après, ouais mais Kopecky l'a fait aussi, de gagner avec le... Avoir toute Donc la réflexion nécessaire. Lucidité incroyable. Donc à un moment donné... Qu'est-ce qui peut écraser ce gars? Rien, actuellement. Je pense que le message pour ses rivaux doit être terrible. Que ce soit Vingegaard sur Paris-Nice, en train de préparer Paris-Nice, que ce soit Remco en stage. Ils doivent se dire, mais enfin, sapristi, il faudra mettre un tracteur sur ce gars, et encore, on n'est pas sûr. Donc, le physique, oui, mais être aussi lucide à l'arrivée, et dans ses déclarations, dans ses interviews, en disant « Oh, c'était un beau geste. Ah oui, ce que Pidcock a fait, c'est pas mal. » Et quand il repasse une deuxième fois dans la descente, il fait semblant d'appeler sa voiture aussi. Il se permet même de plaisanter Je crois qu'il dit même, je me demande même s'il dit pas à sa voiture « Ouais, avant d'attaquer, go, je vais le faire. J'ai les bonnes sensations. » Ce que je trouve fou aussi, image. Il fait un signe comme ça. Ouais, ce que je trouve fou, c'est après une chute, les coureurs... Ils regardent même pas leurs blessures, c'est tout de suite aussi leur vélo. Le vélo, ouais. Tout de suite le vélo, et là, il a fait un peu comme Deli, tout de suite repartir sur son vélo. Au final, on se rend compte que le meilleur choix, c'est quand même de prendre après le vélo, mais après, le coureur préfère terminer la course sur son vélo qu'il a l'habitude de rouler. Mais ce qui est fou, par exemple, chez les footballeurs, c'est différent. Là, c'est tout de suite le vélo, ils ne regardent même pas leurs blessures ou quoi. Non, tout de suite penser à ce vélo, et je trouve ça dingue aussi. Ce n'est que le début de la saison, et on est déjà en train de débattre sur l'archidomination de Pogačar. C'est interpellant, au niveau vraiment. Lucidité, la première fois qu'il a gagné Liège-Bastogne-Liège, il est venu sur notre plateau. Et je l'ai rencontré, je pense, dans le courant du mois d'octobre, où on discutait à Cambiago. Et à un certain moment, il me regarde et il me dit « Mais vous étiez sur le plateau quand vous gagnez Liège-Bastogne-Liège ?» Je dis « Oui, effectivement. » Je peux vous donner 2 chiffres pour finir. Allez-y, Rodrigo. 7 de ces 9 dernières grandes courses d'un jour, parce que ce ne sont que des World Tour, des monuments ou quoi, 7 de ces 9 dernières courses d'un jour, il les a gagnées. 7e au Canada et 3e de Milan-San Remo.
C'est la seule fois où il ne gagne pas. Depuis sa deuxième place au Tour 2023, 100% des courses à étapes qu'il a disputées, il les a remportées. Oui, quand même que des chiffres comme ça... Et des Strade Bianche qui ont été allongés et durcis, et il a battu le record de vitesse à 40,7 km/h de moyenne. Avec des écarts comme ça veut dire que vous pouvez même, dans une course aussi dure, vous permettre une ou deux crevaisons. Il n'y a pas que la chute, hein. N'oubliez pas ça, psychologiquement aussi. Alors, grand débat Pogačar. Je ne le pensais pas aussi long, mais il est évidemment très intéressant. Et je suis convaincu qu'on en reparlera encore et de cette manière-là dans les prochaines semaines. Mais un mot sur ce Pidcock que vous avez déjà épinglé, Jérôme, en début d'émission. Et la question qu'on doit se poser aussi quand on est coureur. Si je me mets dans la peau de Pidcock, on a parfois dit quand Van Aert a offert la victoire à la Porte sur Gand-Eveegem, il va le regretter dans un autre contexte. Est-ce que Pidcock ne va pas regretter son geste ? Je pense qu'on a tous une lecture personnelle en fait sur ce geste, et pour moi il y a deux volets. Il y en a qui vont dire c'est fair play, c'est magnifique, et il y en a qui vont dire il aurait pas dû attendre Pogačar. Ici, moi, je pense que Pogačar fait une sortie de route de sa faute. Il le reconnaît. Il le reconnaît, il a fait une erreur de pilotage, il a voulu mettre Pidcock un peu trop sous pression. Et à partir du moment où c'est une faute de Pogačar, pour moi, il n'y a pas lieu de l'attendre en fait. Même s'il a le maillot de champion du monde, il faut continuer. Et c'est pas un leader sur un grand tour qu'on attend, on est sur une course d'un jour. Alors, quelles sont les informations que Pidcock a eues dans son oreillette ? Parce que comme je le disais, on a vu que Pogačar repartait directement à fond. Peut-être qu'on lui a dit, de toute manière, il va revenir sur toi. Attends-le, peut-être que c'est son directeur sportif qui a fait passer le message, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il y avait lieu d'attendre Pogačar. Après, il a attendu à moitié quand même. Il n'a pas vraiment attendu. On dit attendre, mais il a attendu à moitié. À un moment, il se relève clairement. Mais je pense aussi, Pidcock, ce n'est pas quelqu'un qui va savoir faire 50 km en solo. Et on savait que Wellens n'était pas loin non plus. Je pense que pour lui, la meilleure solution, c'était, si vous voulez, allez. Parce au moins, que il était sûr de faire deuxième. Oui, sûr de faire deuxième. Et on est là. Voilà, moi, je pense sûr de faire deuxième. Avec Cameron, moi, j'ai pas tout à fait la même perception. Je ne serais pas aussi catégorique en disant Pidcock a attendu Pogačar. Non, parce que quand Pogačar tombe, Pidcock il continue. Il fait son effort. Alors après, on reste beaucoup sur Pogačar parce qu'on revoit plusieurs fois sa chute, mais il y va. Et à un moment donné, dans son oreille, on lui dit attention, il est remonté sur le vélo. Attention, il est à 30 secondes. Et à ce moment-là, Pidcock se relève. Moi, c'est ma lecture. Donc, qu'il ait été fair-play, aucun doute. Mais de là à dire que depuis le début, il a attendu, je pense aussi qu'il avait déjà bien roulé avec Pogačar, et il se dit, si l'autre est capable de revenir avec les jambes qu'il a, on va essayer peut-être de passer la fameuse bosse où il a attaqué, qui est celle qui lui convenait le moins, et il s'est dit peut-être que si j'ai une chance de gagner, c'est regardez les écarts finalement. Donc je suis partagé avec ça, et je pense quand même qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'oreillette. On n'a pas la réponse par contre, on ne sait pas ce qui a été dit dans les chapeau à Pidcock, de toute façon, on n'avait pas besoin de la course de samedi pour savoir que Pidcock était un gentleman, Non, bien sûr, et non, simplement se dire que dans un peloton, il vaut mieux avoir des amis que des ennemis, et que là, l'ascenseur va être envoyé à un certain moment. Exact. Les Belges, sur cette course, on a pour la troisième fois consécutive, un Belge sur la troisième marche du podium. On s'habitue à cette place sur les Strade Bianche avec Benoît en 2023, Van Gils en 2024 et donc Tim Wellens cette année-ci. Si on va un petit peu plus loin, on a Gianni Vermeersch, magnifique 7e, Van Eetvelt 9e, Hermans 15e et l'autre Vermeersch, Florian 18e. On a donc 5 Belges dans le Personne top 20. ne fait mieux, au niveau du classement des nations, c'est parfait. Mais on n'a pas gagné, Gérard. Non, mais face à ce Pogačar-là. Je pense que Tim Wellens devient le premier lieutenant. Franchement, avec ce qu'il a réalisé, il se hisse véritablement à un très très haut niveau. Il y a une connexion avec Pogačar. Il y a une vraie connexion avec Pogačar. Et puis il y a quand même mon ami Gianni Vermeersch là qui doit essayer de comprendre un jour qu'il peut gagner une classique, mais qu'il est un parfait équipier toujours, avec son caractère aussi. Ça, c'est peut-être l'autre aspect du système. Par contre, il voit vraiment bien la course. Mais quelqu'un qui sait bien analyser. Une vision de la course assez extraordinaire, et il est costaud. Wellens, Vermeersch. Oui. Et quand vous voyez l'image, allez revoir l'image de Van Eetvelt, et on parlait de la douleur qu'on
comparer. Van Eetveld n'est pas tombé. Non. Van Eetveld n'a pas crevé. Comparez un petit peu. Ils ont le même âge. Enfin non, Van Eetveld est un peu plus jeune quand même. Comparez un peu l'état de fraîcheur de Van Eetveld à l'image de Pogačar blessé. C'est impressionnant. C'est pas le même sport. Non, mais souvenez-vous même d'un Van Aert en début de carrière écroulé dans la... Oui, complètement, avec le maillot de Williams. Ah, ouais, c'est ça, la première participation de Van Aert où il fait 3e. Cette image est restée dans... Ouais. Ça a participé d'ailleurs à la gloriole des Strade Bianche, cette image de Wout Van Aert. Mais effectivement... 5 Belges dans un top 20 d'une course qui est de plus en plus difficile, qui correspond de plus en plus à des profils de grimpeurs, c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a Wellens, mais Florian Vermeersch qui arrive 18e, moi je l'avais pas vu venir, ça, parce que quand on voit comment il travaille, ça veut dire que derrière, je pense qu'il se retire à plus ou moins 80 km de l'arrivée. Donc derrière, il a quand même encore fait une course solide. Et si Van Gils n'avait pas été malade, je pense que Van Gils aurait été très près des meilleurs. Sans doute aussi, dans le top probablement, 20. Probablement. Encourageant malgré tout côté belge, et ce Van Eetveld confirme tout bien que l'on pense de lui. Talent. Je pense que multi-terrain, c'est course d'un jour, il vise les grands tours. Celui-là, il faut bien le protéger. Il voulait faire mieux que l'édition précédente. Je pense qu'il avait fait 11e et maintenant 9e. Donc voilà. Et il avait travaillé pour Van Gils. Il a dit au départ top 10, et si je fais un top 5, là c'est vraiment un résultat formidable. Donc il est dans les clous. Vous citiez Florian Vermeersch, ex-2e de Paris-Roubaix. Je voudrais vous entendre sur ce qui a fait l'actualité et qui fait encore l'actualité, parce qu'on continue d'en parler, sur la potentielle participation de Tadej Pogačar à Paris-Roubaix, du haut de ses 66 kilos. J'entends tout, je lis tout. J'ai même tenté de lire la Gazzetta dello Sport avec mon petit italien, mon cher Gérard. Ce qu'on lit en tout cas, c'est que s'il vient à gagner Milan-San Remo, il prendrait alors le départ de Paris-Roubaix. S'il échoue à Milan-San Remo, il se concentrerait sur le Tour. Il a tout dit qu'il veut gagner les 5 monuments en 2025. Voilà, c'est ça son objectif. Moi, je n'en suis pas sûr. Juste avant de débattre, en un mot, oui, non. Paris-Roubaix. Rodrigo, laissez-moi poser la question. Laissez-moi poser la question. Oui, non. Est-ce qu'il sera au départ de Paris-Roubaix? Cameron? Oui. Jérôme? Non. Rodrigo? S'il gagne par Milan-San Remo, oui. Oui ou non? Gérard? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a trop à perdre. Même s'il gagne San Remo? Son objectif, même s'il gagne San Remo, effectivement, son objectif, c'est effectivement de gagner le Tour. Et je pense, ça c'est l'objectif numéro 1. C'est aussi l'objectif numéro 1 de l'équipe, et c'est aussi l'objectif numéro 1 du board. C'est-à-dire les gens qui dirigent et qui mettent l'argent. Clairement. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans Paris-Roubaix, même si, encore une fois, c'est l'homme des choses uniques, et que gagner les 5 monuments la même année, ce serait extraordinaire. Mais je dis quand même non. Moi, je me demande maintenant, avec les chutes, du coup... Est-ce que ça l'a pas refroidi, ce qui s'est passé? Oui, mais moi... Ça, c'est possible. Son entourage, si c'était un Vingegaard, par exemple, là, c'est tout sur le Tour, mais on parle quand même de Tadej Pogačar, donc... Moi, je pense qu'il sera au départ. Mais est-ce que cette com, et vous connaissez un peu l'intérieur de l'équipe, Gérard, a été organisée? Et vous souriez. Est-ce que ça a été organisé de se dire, bon, on va faire monter la sauce, faire croire que, et puis on va communiquer au dernier moment et dire s'il participe ou pas? Il était ici dans la région, donc c'était l'occasion de reconnaître les pavés de Roubaix. On l'a photographié à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup de monde sur les pavés de Roubaix à cette époque-là, et donc je pense pas qu'il y ait une com particulière, mais derrière tout cela, il y a la présence de la presse qui le voit tester certains tronçons. Oui, c'est même Wellens qui partage les vidéos. Peut-être avec l'accord de Poggi. Ce que vous voulez nous faire comprendre, Gérard, j'essaie de décrypter. Il y a une semaine, vous nous disiez, Mathieu Van Der Poel, c'est lui et lui seul qui décide chez Alpecin. Oui. Ça veut dire que chez Emirates, ça n'est pas Pogačar tout seul qui... Ce n'est pas Pogačar tout seul qui décide. C'est une grosse différence. Et Tadej est un garçon qui est très avide de bons conseils et qui se tourne beaucoup vers Martin Fernandez, vous le savez. Et donc là, il y a quand même un élément important dont il tiendra compte, je pense. Mais il sera un jour au départ de Paris-Roubaix pour essayer de gagner. Oui, voilà. sûr. Là, on est d'accord sur ce débat-là. Quand il aura 5 kilos de plus.
Il en est à 66. 5, c'est peut-être beaucoup. Et 2 ou 3 tours en plus. Pour retrouver, j'ai un peu cherché le dernier vainqueur de Paris-Roubaix qui pesait moins de 70 kilos, mais c'était un gars qui était habitué au classique. Je suis remonté à 2001 avec Servais Knaven, qui faisait 68 kilos, qui était un petit gabarit, ouais. mais qui lui était un habitué de ce type de classique, au contraire de Tadej Pogačar. Après, sur les kilos, attention, hein, on a des kilos renseignés pour les coureurs, mais c'est pas toujours la réalité non plus. Hein, mais Colbrelli faisait plus de 70 kilos 71, 72, d'après les informations qu'on a pu récolter. Merci beaucoup pour ce petit débat, gros débat, sur l'Estradé et sur Tadej Pogačar. Mais qu'on ne vienne plus jamais nous parler d'Estradé comme 6e monument, hein, s'il vous plaît. Hein. Je le disais déjà quand tout le monde y allait. Vous avez vu le nombre de coureurs qui n'y sont pas. Je ne veux pas dévaluer la victoire de Pogačar, mais pas de Van der Poel, pas de Van Aert. Enfin, aucun gars du top 10 pratiquement. Et je pense qu'avec le nombre de chutes et de problèmes qu'il y a eu, et notamment avec les ambulances, etc., samedi, combien de champions vont encore aller oser risquer tout leur printemps à ce moment-là? Alors, si je disais déjà, je me mouille, non, jamais un monument. L'Estradé, c'est une course magnifique, somptueuse, tout ce qu'on veut, mais pas un monument. À l'époque où on avait un plateau extraordinaire, ben c'est encore moins de raison d'y croire maintenant. Hein. Plus on va la durcir, moins elle va être attirante. On en parle beaucoup moins ces derniers temps. Merci beaucoup. J'avance, je trace, je sprint. Direction le cyclisme féminin, direction notre séquence consacrée au Stradé, notamment féminine, avec Martin Weinans qui va nous rejoindre, et ce très beau podium hein, sur la Piazza del Campo. Demi Vollering, Anna van der Breggen, Pauline Ferrand-Prévot. C'est un podium avec pas mal d'expérience d'ailleurs. On a fait le petit calcul, 31,6 ans, l'âge moyen de ces trois dames sur le podium. Bonjour Martin Weinans. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Sam. Heureux de vous retrouver après ce beau week-end au féminin et ce magnifique Stradé Bianche. Je le disais, ce podium-là, c'est un podium de rêve. C'est un podium de rêve et c'est un podium de revenante pour deux des trois. Il y avait la grande favorite d'un côté et puis celle dont on attendait de voir ce qu'elles étaient capables de faire. Et je pense elles-mêmes les premières, avec deux profils différents. Pauline Ferrand-Prévot qui est revenue en disant « je veux gagner le Tour dans les 3 ans ». Et une Anna van der Breggen qui a pourtant un plus grand palmarès, mais qui avait arrêté de rouler pendant 3 ans, et qui arrivait plus sur la pointe des pieds. Quand on l'avait interrogé en janvier, c'était « on verra, je fais beaucoup d'endurance pour le moment, je vais seulement reprendre les intensités, on verra ce que ça donnera dans les courses ». Mes objectifs, c'est plus tard dans le printemps, hein, on en parlera dans les Ardennaises. Je sais que Rodrigo n'aime pas trop le terme Ardennaise, je vais dire la semaine Amstel, Flèche, Liège-Bastogne-Liège. Et elle est déjà là dès ses premières courses, avec une 3e place à Valence, une course où elle a fait tout ce qu'elle voulait en préparation d'Estradé Bianche au Hageland. Et ici, en plus de la performance, qui moi m'a marqué, c'est directement sa science de la course, parce que si on revoit le moment où elle fait la différence pour aller chercher cette 2e place, c'est dans la descente du Tolfe. Et en fait, c'est là qu'elle avait déjà attaqué en 2018 pour gagner l'Estradé Bianche. Et donc, dans la descente, elle se met devant, elle part. Elle prend 50 mètres d'avance et c'est ce qui lui permet d'être dans la route Vollering au-dessus. Mais ce qui est fou, c'est de retrouver ce niveau-là en ayant été pendant 3 ans directrice sportive. Alors évidemment, elle s'est encore entraînée, elle a fait du vélo, elle a entretenu sa condition. Mais je sais que le vélo, ça ne s'oublie pas, mais retrouver une telle condition, c'est impressionnant. Oui, c'est pour ça qu'elle était prudente aussi au début et toutes les déclarations de l'équipe étaient plutôt prudentes en disant on verra ce que ça donnait. Parce que j'en ai parlé avec Danny Stam, donc le patron de l'équipe sportif, qui disait non, elle n'a pas roulé tant que ça, elle roulait un peu dans les stages avec nous, elle a beaucoup couru, elle a fait du gravel. Ça aide peut-être pour l'Estradé Bianche, c'est ça qui lui a redonné le goût à la compétition. Mais oui, clairement, c'est épatant et pour les deux. Hein, parce que pour Pauline Ferrand-Prévot, passer de course d'1h40 en VTT, alors on peut être la meilleure du monde. Mais quand même, quand on voit ce qu'elle avait subi comme claque, parce qu'on peut appeler ça une claque au championnat du monde, je pense qu'elle a bien préparé son retour et son affaire. Cameron, pour parler de la lauréate, Demi Vollering, dont on a déjà parlé sur les 2 premiers épisodes, et vous l'aviez un petit peu titillé sur son attitude parfois et ses commentaires, elle a mis à sa manière ici les points sur les i aussi, après le demi-échec d'Ineos-Blatt notamment, où elle et toutes les favorites s'étaient fait surprendre. Bah oui, c'est beau. Après ce qu'on a vu au Newsblatt, c'est beau. On a vu une belle équipe aussi avec... je reviens plus sur ça. Juliette Labousse, Evita Muzic. Oui, Evita. Et donc ouais, c'est beau après ce qu'on a vu au Newsblatt. Et, ouais. J'ai quand même encore un petit point qu'il faudra éclaircir, c'est que première réaction, elle parle de la pression que ça représente d'être la favorite, de tout le monde attend qu'elle gagne. L'interview d'après-course. D'après-course. D'accord. Mais
qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une équipière devant, Evita Muzic, qui n'est pas la plus grande gagnante du peloton, elle a 5 victoires comme Juliette Labous, mais qui est devant et qui a déjà fait top 5 à la Flèche Wallonne. Donc une coureuse qui peut jouer devant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à Juliette Labous, deuxième équipière de luxe, de rouler à bloc pour revenir sur une équipière. Elle se met la pression, parce qu'à ce moment-là, la seule chose qu'elle peut faire, c'est gagner. Sinon, on va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait, encore une fois? Donc, il y a cette gestion de la pression qu'elle doit apprendre. Après, elle agit en patronne. Hein. La gestion interne aussi, Gérard, en agissant de la sorte, comment vont réagir, même, sauf si c'est évidemment bien décidé et bien clair dans le bus avant le départ, mais des musiques, des Labous, des Chabet, quand on a une Vollering qui fait rouler son équipe alors qu'une des coureuses, et qui n'est quand même pas la moins bonne, se trouve devant. Je pense que si la concurrente qui est à l'avant n'a pas la sécurité de pouvoir gagner, on peut faire rouler derrière. Donnez-moi son salaire, je vais refaire des progrès aussi. Donc c'est une pression qu'on doit pouvoir supporter, effectivement. Mais alors on s'en plaint pas à l'interview. C'est ça qui, je trouve, dans la com de Vollering n'est pas son point fort. Voilà. La com irlandaise en général. Après, c'était la plus forte, il y a absolument rien à dire là-dessus. Et je pense qu'elle sentait qu'elle pouvait gagner. Il y a eu un petit coup de bluff de Van der Breggen qui lui a remis un petit coup de pression en passant devant au pied de la Via Santa Catarina, mais à ce moment-là, Van der Breggen savait qu'elle ne pouvait pas... Qui mieux que Anna connaît Vollering? J'allais dire, ça doit être spécial quand même de rouler. À un moment donné, et donc elle a tout de suite compris que Vollering était plus forte, donc elle a essayé de jouer sur un autre tableau, et moi c'est ce que je remarque par rapport à d'autres grands champions chez les hommes, d'autres grandes championnes chez les femmes, et je pense notamment à Kopecky qui dégage une certaine sérénité. Elle a l'air tout le temps stressée, cette fille, Vollering. Tout le temps. Elle se met une pression incroyable, et c'est peut-être ça le plus gros danger pour elle. Plus que ses adversaires, c'est elle-même. On a l'impression qu'elle est tendue tout le temps. J'ai l'impression qu'elle prend pas beaucoup de plaisir non plus, hein, parce qu'elle est tendue. Oui, enfin ça, à la limite, le plaisir. Vous savez, moi, on a vu des coureurs dans le passé qui donnaient jamais l'impression de rigoler beaucoup. J'ai vu un Eric Van der Harden qui avait 21 ans, qui avait le maillot jaune et qui ne souriait pas. Ça, à la limite, mais elle exprime par sa gestuelle, son langage corporel, un stress qui est visible, y compris de ses adversaires et du téléspectateur. Et je pense que c'est ça le truc sur lequel elle doit le plus travailler. Alors, je ne peux pas jouer au poker. Hein. Non. Là, en tout cas, il y a beaucoup de chances qu'elle se fasse piéger, parce qu'on se rappelle des championnats du monde de Glasgow face à Kopecky, où elle se tapait sur les cuisses parce que les crampes commençaient à arriver. Elle se dessert en faisant ça. Mais bon, après, c'est une grande émotive et elle a du mal à les gérer parfois, ses émotions. Je me permets de faire l'avocat du diable. J'évoquais l'âge de moyen de ce podium, et l'âge particulièrement de Van der Breggen et Ferrand-Prévot qui ont 34 et 33 ans. Comment on peut analyser ce retour, et comment les adversaires beaucoup plus jeunes doivent analyser ce retour? Est-ce que ça n'est pas un peu difficile, démoralisant, déstabilisant de voir 2 trentenaires, dont une qui n'a plus roulé pendant 3 ans, de venir se placer sur le podium des Strade Bianche? Je ne sais pas si quelqu'un a une remarque par rapport à ça. Mais je pense que chez les femmes aussi, quand par exemple avec Van Vleuten, elle avait 40 ans à la fin de carrière. 40 ans en fin de carrière, mais si elle est de plus en plus forte. Oui, mais c'est l'âge et l'arrêt, puisque Ferrand-Prévot vient d'une autre discipline. On ne peut pas vraiment parler d'arrêt. Oui, d'accord, mais donc retrouver un tel niveau dans un cyclisme sur route et sur une course comme l'Estrade Bianche, à cet âge-là, en ayant arrêté, je le répète, le vélo, ça ne s'oublie pas, mais voilà, il y a des réflexes aussi. Moi, je pense que chez les femmes, on est de plus en plus forte plus tard, je pense. Et on parle de Anna Van der Breggen et Pauline Ferrand-Prévot. Clijsters. Oui, au tennis, qui avait gagné ses grands chelems après une maternité. Ici, il n'y a pas eu de maternité. Non, il n'y a pas eu de maternité. C'est raison, mais on est aussi dans du sport de très très haut niveau et dans une longue coupure. Mais moi, j'aime bien la remarque qui mieux que Cameron peut juger ça. Moi, je trouve ça très intéressant d'entendre que donc il y a encore moyen, c'est possible. Revenez quand vous voulez, hein, si c'est comme le bon vin. Vous savez, Roger de Vlaming a longtemps dit qu'il allait revenir presque jusqu'à l'âge de 50 ans. Hein. C'est Roger. Hein. Oui, je pense pour revenir c'est aussi le profil des coureuses. C'est pas les premières venues. C'est pas une coureuse qui faisait 50e et qui arrête 3 ans. Voilà. C'est une coureuse qui ultra dominait le cyclisme quand elle a arrêté, et qui a arrêté parce qu'elle avait un trop plein. Il a fallu que la motivation revienne, avec peut-être certaines courses qui la motivaient. Mais on parle d'une coureuse qui a été plusieurs fois championne du monde, qui a gagné toutes les classiques qui existent. Elle a gagné 7 fois la Flèche Wallonne. Il faut quand même le rappeler. 3 fois le Tour d'Italie. C'est presque comme si on va faire des comparaisons avec les hommes, c'est pas toujours facile, mais c'est comme Pogacar va arrêter maintenant pendant 3 ans, il va revenir. S'il revient, c'est pas pour terminer par exemple, dernier. Un Tom Dumoulin, par exemple, Cameron.
S'il revenait maintenant, vous croyez que ça peut marcher? Je prends un exemple vraiment concret d'un gars qui a vraiment performé, qui s'est arrêté depuis quelques années. Il faut voir si c'est entretenu aussi. Là, je pense s'il a pas. pris 20 kilos. Vous ne pensez pas? Et est-ce que Tom Dumoulin avait la marge par rapport à la concurrence que Van der Breggen avait Et aussi à l'époque? La mentalement. concurrence de l'époque, oui. Oui, mais pas la concurrence actuelle. Vous avez eu un exemple ce week-end au Montserrat avec Brunel, qui s'est arrêté pendant 2 ans. Oui. Il a fait le triathlon, il s'est vidé la tête. Serge Baguet, même chose, qui était parti sur les toits. Et qui a gagné l'étape du Tour. On a le même souvenir. Oui. Non, mais il y a des belles histoires, je pense. Mais en tout cas, chapeau, parce que pour revenir à ce niveau-là, ça va donner du suspense à cette saison cycliste féminine. Ça, c'est clair que c'est deux clientes qu'il va falloir suivre. Et en plus, si on prend Pauline Ferrand-Prévot, c'est l'équipière de Marianne Vos, qu'on n'a pas encore beaucoup vu, mais sur les classiques, si elle revient, elle va revenir à bon niveau. Et de Lotte Kopecky. Marianne Vos qui a plus ou moins le même âge que Van der Breggen. Elle a commencé beaucoup plus tôt, mais elle n'est pas si ancienne que ça, même si elle est là depuis 2005 ou 2006. Bon, Eddie, si tu nous écoutes, un petit effort. Et je me demande quand même, niveau, c'est quand même particulier pour Anna Van der Breggen, parce que, par exemple, elle écoute le directeur sportif ou comment ça se passe? Je me demande, ça doit être particulier. Ayant elle-même été à la place du directeur sportif. Ça doit être spécial. Elle a beaucoup d'humilité, j'imagine aussi, pour accepter ce qu'on lui dit dans l'oreille. Je lui ai posé la question en janvier. Il y a un article sur le site internet de la RTBF, on peut le retrouver. Mais en gros, oui, c'est ce que je disais. Comment est-ce que vous allez réagir avec Danny Stam qui était à côté de vous dans la voiture et maintenant dans l'oreillette? Après, c'est un directeur sportif qui a fait une grande partie de sa carrière, pour qu'il ait énormément de respect, qui lui a servi de guide quand elle est passée derrière le volant. Donc je ne pense pas qu'il y a de problème. Ça, si Guardiola se remet à jouer au foot et qu'il doit écouter les consignes d'un nouveau coach, ça ne sera pas facile. Effectivement. Mais il n'a pas joué non plus au tout haut niveau. Allez, merci pour la 3e fois, mais toujours avec le sourire. Martin, vous revenez quand vous voulez et c'est prévu de toute façon. Après Milan-San Remo, là. Voilà. On se retrouvera notamment pour la première édition féminine de Milan-San Remo. Le parcours a été publié et on sait qu'il y aura 156 km entre Gênes et donc la Via Roma de San Remo. Merci beaucoup, Martin, et on va nous tracer direction Paris. Donc c'est San Remo avec Gênes, c'est ça? Non, c'est quoi? Il n'y a pas de Gênes. Mais le titre, c'est Gênes. Gênes San Remo. Oui. D'accord. Voilà, c'est pas Milan-San Remo, effectivement, mais on a eu des départs ces dernières années dans la banlieue de Milan. Mais ici, on est à Gênes, puisqu'il faut moins de kilomètres. D'accord. Et qu'il y aura donc précisément 156 vocabulaire. Genova, San Remo. Paris-Nice, on est prêt? Ouais. On revient et on va évidemment anticiper cette lutte pour le classement général, mais un mot, un geste, Tim Merlier fait le reste. Cette victoire de Tim Merlier, vous en avez dit le plus grand bien tout à l'heure, Rodrigo. Gérard, votre opinion, vous étiez à côté de Rodrigo pour la commenter? L'homme le plus rapide au monde sur un sprint plat quand la porte s'ouvre bien, mais j'ai appris quelque chose hier, c'est qu'il ne lançait pas son sprint au hasard, qu'il attendait le bon moment et ça a été remarquable. Il a pris un vélo ennemi à tout le monde. Ce ne sont quand même pas des fers à repasser derrière, donc c'est assez remarquable. Et je pense que sauf incident, on connaît déjà le premier maillot jaune du Tour. Voilà, j'allais dire. Voilà. Tout cela nous donne envie d'être au mois de juillet. Oui. Ne lui mettons pas trop de pression sur les épaules de Tim, jeune, mais chaque mois compte. Ça prenne un peu de temps. Chaque mois compte. Oui. En tout cas, s'il est lancé comme ça et amené par son copain Bert van Lerberg, il faudra voir évidemment sur le Tour des Milan, des Groenewegen, des Kooi peut-être. Kooi peut-être pas. Kooi sûrement pas. Mais Groenewegen, Milan, Ackermann, qui sans doute sont un peu en dessous du moins des Groenewegen, des Ackermann aujourd'hui. Ce n'est pas ce même niveau. Et Philipsen. Donc Philipsen, Milan, Merlier. Voilà, les 3 potentiels maillots jaunes en juillet prochain. Alors, ce Paris-Nice a débuté avec un grand favori, unique et grand favori. C'est le meilleur ennemi ou le pire ami, non, le meilleur ennemi de Tadej Pogacar, c'est Jonas Vingegaard. Ce Vingegaard a course gagnée, Cameron? Course gagnée. Rien n'est jamais gagné à l'avance. C'est la chute. Tout peut arriver, mais excepté gros soucis mécaniques à un mauvais moment ou chute. Bon, on peut plus dire chute maintenant, hein? Non. Trouver autre chose, maladie. Chute, non. Il y a des gars qui passent à travers. On parle de Vingegaard, c'est le meilleur grimpeur avec Pogacar, mais quand même, ce qui m'a un peu interpellée, c'est que Jorgensen a pris les bonifications hier. Donc, je me demande comment ça va se passer, comment ça se passe dans l'équipe. Est-ce qu'il joue sur
sur 2 tableaux, ou parce que c'est quand même le vainqueur sortant, Jorgensen. Donc ouais, c'est... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lors de la conférence de presse d'avant-course, oui. il a été très bon, Jorgensen, en précisant qu'il est effectivement le tenant du titre, mais qu'il bosserait pour... mais en ayant également... Non, la communication officielle, excusez-moi de vous interrompre, la communication officielle, Jorgensen, je viens pour gagner Paris-Nice. Oui, mais en prévision de rester le bras droit. Oui, on s'est mal compris dans la question. On s'est mal compris dans la question. Il sera trop tôt. Okay. Mais peut-être que c'est un deal qu'ils ont passé. Vous vous souvenez quand même Vingegaard et la Vuelta là. Attention, chez Visma, on partage. À un moment donné, quand on a un Jorgensen qui peut avoir gagné Paris-Nice, et il sera encore meilleur sans doute sur le Tour au service de Vingegaard. Donc peut-être qu'on s'est mis d'accord qu'à un moment donné, on a parlé la première année quand Almeida est arrivé chez UAE, répartition Almeida, Ayuso, Pogačar, pas tous les 3 ensemble. Donc attention à ça. Et comme le dit très justement Cameron, est-ce que l'adversaire numéro 1 de Vingegaard, ça n'est pas Jorgensen? En tout cas, il l'a dit dans la com, je viens pour gagner. Il l'a montré lors de la première étape en prenant les bonifs, dans son attitude très agressive. Après, la course décidera. Mais quelque part, est-ce qu'on se bat déjà pour voir qui sera sur le podium avec les 2 Visma? Et là, il y a 20 coureurs qui peuvent espérer être dans le top 3. On a vu avec Van Aert et Laporte aussi que pour Visma, ça leur pose pas vraiment problème. Ils partagent. Ce que je voulais dire effectivement, et j'ai ici les quelques mots de Jorgensen, qui a dit « Arriver à un niveau où je constitue moi aussi une menace pour Pogačar », c'est ça l'objectif, avec un Pogačar qui serait obligé de me suivre si j'attaque en perspective du Tour de France, évidemment. Ouais. Cela offrirait plus d'options à l'équipe sur le plan stratégique et ça aiderait en définitive Jonas. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça la perspective. Mais dans la com, moi ça m'a surpris de voir Vingegaard, son premier grand rendez-vous. Vingegaard n'a quand même jamais gagné Paris-Nice. Hein. Regardez le palmarès de Vingegaard. Paris-Nice, c'est une belle course qui lui manque. Moi, j'imaginais pas. J'ai été très surpris quand j'ai vu les déclarations. Jorgensen, je viens pour gagner. Maintenant, c'est peut-être de la com, c'est peut-être du bluff. Visma nous a souvent habitués à ce genre de situation. Est-ce que Vingegaard a ce besoin de gagner qu'un Pogačar, par exemple? Est-ce qu'il a ce même appétit? J'ai pas l'impression. Non. Et moi, j'ai l'impression plutôt que pour Vingegaard, plus il sera discret jusqu'au mois de juillet, mieux il se portera. 3e en 2023, derrière Pogačar. Et Jorgensen à 100%. Dans les jambes, normalement ça ira, mais dans la tête, c'est peut-être bien vu. Mais ce que nous disait il y a quelques jours l'un de nos consultants, Rick Verbrugge, Rick disait, pour moi le seul coureur actuel du plateau, au jour d'aujourd'hui, horrible expression, qui pourrait, dans la manière de rouler, dans les aptitudes, rivaliser avec Pogačar sur un grand tour, outre Vingegaard, c'est Jorgensen. Ouais, ça par contre, il lui manque quand même la giclette et l'accélération, hein, parce que quand sur les 3 semaines, quand Pogačar et Vingegaard enclenchent. Je vous pose la question. Regardez encore sur un détail la première étape. Regardez comment Narvaez a battu Jorgensen. Il est plus explosif. Ouais. Jorgensen a beaucoup de qualités. Je trouve que c'est un des coureurs qui a plus progressé ces 2 dernières années. Et je comprends. Mais à mon avis, si Jorgensen veut gagner, garder son âge, il faudra qu'il aille dans une autre équipe. S'il veut gagner le Tour. Le Tour, il y a Grand Tour et Tour de France, évidemment. Oui, Grand Tour, oui, mais ça dépend aussi du plateau, c'est un Grand Tour. Hein. Si aujourd'hui on disait Pogačar veut peut-être essayer de gagner les 5 monuments la même année, n'oubliez pas que l'année dernière on se posait la question de savoir si Pogačar ne voulait pas gagner les 3 grands tours la même année. Donc voilà, pour le moment c'est compliqué quand ceux-là sont là, mais Jorgensen c'est intéressant, mais ça peut aussi vouloir dire que Vingegaard ne se sent pas encore capable de rivaliser avec Pogačar tout seul. Si ils sont à 2 et qu'ils s'entendent bien effectivement sur ce Paris-Nice, et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Qui voyez-vous alors sur cette 3e marche du podium, le cas échéant? Alors là, vous me disiez, on a une vingtaine, je suis d'accord, des Almeida, des Skelmos, des Vlasov, des O'Connor. Oui. Sivakov, McNulty était sur le podium. J'ai pas tous en tête. Paules. Attention que le chrono par équipe va être super important. Ouais. O'Connor, ouais. Une équipe qui... Regardez d'ailleurs, si vous voyez la liste de partants, on en parlait avec Gérard hier, la liste de partants, on voit qu'elle a été vraiment construite par beaucoup d'équipes
en fonction du chrono de mardi. On a mis des coureurs, par exemple dans l'équipe Jayco, qui est une équipe assez habituée à ça, des Hepburn, vraiment des spécialistes du chrono. Alors, ce Paris-Nice est à suivre, évidemment, je le répète, sur les antennes de la RTBF tous les jours, avec notre duo Rodrigo Benkens, Gérard Bullens. C'est aussi un Paris-Nice qui se terminera avec quelques étapes plus compliquées, mais il n'y a pas de haute montagne. Et donc, si on revient à cette cohabitation au Vingegaard, Jorgensen et aux qualités de l'un et de l'autre, ça doit aider aussi Jorgensen à peut-être faire le doublé sur une course comme Paris-Nice. Sur l'itinéraire, le parcours, ce qui est proposé. Oui, je pense, et il est dans la juste équipe pour pouvoir réaliser ça quand un leader comme Vingegaard est présent. On se souviendra que Roglic a quitté cette équipe parce que Kuss a gagné le Tour d'Espagne. Et souvenez-vous du Dauphiné aussi, Jorgensen au Dauphiné l'année dernière, c'était solide aussi. Très solide. Sur un parcours plus difficile. Sur un parcours plus difficile que Paris-Nice. Deuxième. Notre petit prono, je comptais terminer l'émission avec cela, mais on va le placer ici maintenant, puisqu'on est en plein débat de Paris-Nice. On a opté cette semaine pour Paris-Nice pour le prono, et ça fait sourire les gens parce qu'on s'est tous gratté la tête. L'objectif étant de trouver la pépite qui va nous surprendre au classement général final de Paris-Nice. Pépite qui n'aura jamais terminé dans un top 10 d'un grand tour, ni dans le top 10 de Paris-Nice. Ça fait beaucoup de critères. On contrôlera après l'émission si vous avez pas enfumé avec un gars qui aurait par hasard terminé dans un top 10. Et les points sont distribués évidemment la semaine prochaine, dès dimanche soir d'ailleurs, avec le classement final. Je rappelle que Cameron comptait 1 point après sa victoire sur Liesblatt et la deuxième place de Magny. Mais je vous signale aussi, Cameron, parce qu'il ne faut pas s'emballer, que Jérôme revient à égalité après sa victoire, dans son prono du moins, sur le Grand Prix Samin, puisque Jérôme avait pronostiqué Emilien Janière et qu'Emilien Janière a terminé 3e. Bien vu Jérôme, qui empoche donc 1 point pour Cameron, 1 point pour Jérôme, 0 point, je me retourne vers vous, pour le trio, puisque je me mets avec vous, les plus gentils. La galanterie, ça peut exister aussi dans le métier. Certes, mais je sais que vous êtes un compétiteur, Rodrigo, je sais que vous êtes un compétiteur. Et donc, ayant pronostiqué Valentin Tabellion, qui a abandonné, mal vu, mais il est tombé, je suis dernier du Samin. Cameron, je vous avais conseillé Oubhart, c'était pas le meilleur conseil du monde, 113e. Gérard suit avec David et Bomboy sur les conseils de Laurent Bruvier, 51e. Rodrigo, Timo Kilich, vous n'étiez pas loin, 23e. Si Van Der Poel n'avait pas participé. Avec des si et des si. Et Jérôme, donc avec Emilien Janière. Je suis donc le premier à pronostiquer, ayant terminé dernier sur le Samin, et je vais pronostiquer comme pépite de Paris-Nice Pablo Castrillo, joli. L'Espagnol de 24 ans de l'équipe Movistar, qui a remporté l'an dernier 2 étapes sur la Vuelta et qui n'a pas terminé, j'ai vérifié, dans le top 10 d'un grand tour, puisqu'il n'a participé qu'à un seul grand tour, c'était la Vuelta l'année dernière, il avait terminé 64e. Pablo Castrillo, donc en ce qui me concerne. Cameron, c'est à vous, puisque vous étiez avant-dernière du Samin. Désolé à tous, mais moi je vais prendre Martinez, du coup, Lenny Martinez. Bon, est-ce qu'on peut dire pépite pour une surprise? En tout cas, il n'a pas terminé dans un top 10, oui. Oui, et il avait terminé 2e d'une étape à la Vuelta en 2023 derrière Sepp Kuss, donc voilà. Oui, ça peut être un bon choix, je pense. 5 victoires l'année dernière, autant que Wout van Aert. Il faudra juste voir son acclimatation dans sa nouvelle équipe. Mais c'est un vrai talent, l'occasion une vraie pépite. d'en reparler. Suivant, c'est Jérôme. Non, c'est Gérard. Jérôme étant le dernier, évidemment, puisqu'il a remporté le Samin. Gérard. J'espère qu'il n'a jamais fait un top 10 dans un grand tour, mais c'est Sheffield. Ouais, je pense pas. Parce qu'il a gagné ma course préférée. La Flèche Brabançonne. Il n'est pas italien, hein. Il n'est pas italien. Vous le savez. Non, mais je sais très bien. Parce que ça, il ne faut pas vérifier. Mais la manière dont il avait gagné cette année-là, ça ne m'aurait plu. C'est vrai. Franchement. Un grand rouquin, assez sympa d'ailleurs, je me souviens à l'interview. Ce jour-là, il avait gagné. Évidemment, on est sympa quand on a gagné. Rodrigo. Mais ce matin, j'avais pensé à Lipovic, mais 7e du Tour d'Espagne. Alors pour moi, ma pépite, ce sera Coulset de l'équipe danoise, mais évidemment, on est des compétiteurs, donc ça c'est ce que mon cœur me dit, mais ma tête va changer parce que Coulset ne finira pas devant Martinez.
Donc je vais donner Ilan Van Wilder. Le gars qui nous dit galanterie, blablabla. Et puis Cameron les yeux. Mais non, Ivan Wilder. C'est un match. Et puis comme ça, on me dira, peut-être il est chauvin comme d'habitude. Jérôme. J'avais pointé McNulty, mais il a fait un top 10 dans Paris-Nice, je pense. Donc moi, j'ai choisi Ivan Romeo de chez Movistar. Ah, et voilà, oui. Qui sera, à mon avis, le leader au-dessus de Castrillo, Samuel. Oui, mais tout peut arriver. Tout peut arriver. Quand même 8e au Tour de Valence et 4e au Tour des Émirats cette année. Ce qui me fait juste peur, c'est le chrono par équipe, évidemment. Parce que Movistar, dans le chrono par équipe, vont... Mais lui, il est champion du monde contre la montre espoir. Lui, il va bien, mais voilà. Mais les temps sont pris dans le classement. Oui, d'accord. Les temps sont pris sur individuel. Ouais, avant ça, est-ce qu'il va bénéficier du travail de ses équipiers ça va quand même être compliqué par rapport au Visma, aux Emirates, etc. Mais voilà, Ivan Romeo. Allez, Martinez, Sheffield, Van Wilder, Romeo et Castrillo. Voilà les 5 coureurs qu'on a envie tous, quelque part, de voir s'illustrer. Et ça nous permettra, et ça vous permettra peut-être de suivre ce Paris-Nice de façon un peu différente. Un coup d'œil sur Tirreno, c'est la course en parallèle qui débute avec 2 jours de décalage par rapport à Paris-Nice. On a un Juan Ayuso qui doit profiter, là, je me tourne toujours quand je parle d'Ayuso et de Pogacar vers le même homme, mais qui doit profiter quand l'occasion se présente de l'absence de Tadej Pogacar pour aller décrocher une magnifique victoire. Je crois que c'est le moment pour lui. Il est en forme en ce début de saison, ça il l'a prouvé, mais il a montré aussi des signes qu'il était un petit peu légèrement jaloux, je vais dire. Et donc, si vous êtes jaloux, il faut se montrer au même niveau que celui que vous jalousez. Et donc, je pense que pour lui, c'est le moment maintenant, parce que c'est un coureur important dans cette équipe, auquel on fait beaucoup confiance, apporté par Machine évidemment, puisqu'ils ont la même nationalité. C'est le moment. Si c'est pas ce moment-là, alors il faudra peut-être, d'ici un an ou deux... Changer de crèmerie. Changer de crèmerie. On parlait de cohabitation entre Jorgensen et Vingegaard. Là, on est dans une cohabitation un peu plus compliquée entre Ayuso et Pogacar. Jérôme. Oui, c'est ce qu'on sent, hein. Visiblement, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et je pense qu'Ayuso a plus d'ambition que celle d'être équipier de Pogacar sur un Tour de France. Et toute proportion gardée, il a plus d'ambition qu'un Jorgensen peut-être. Ouais, peut-être aussi. Donc plus de velléité en interne. Après, on ne peut pas oublier que Jorgensen peut aller sur d'autres terrains aussi. C'est l'avantage pour lui. Il ne se focalise pas que sur les courses à étapes. Il peut aller gagner des classiques. Mais je suis d'accord avec Gérard. J'ai l'impression qu'il est vraiment à un moment charnière de sa carrière, Ayuso. Soit il éclate et il gagne le Giro cette année avec Emirates, soit effectivement, il va peut-être falloir changer d'air pour trouver un peu plus de liberté. C'est parfois un peu ma frustration de voir des gros blocs comme ça, et surtout chez Emirates pour l'instant, qui cadenassent comme ça des coureurs qui pourraient faire le toute autre course en fait, et une carrière aussi. Regardez comment Wellens et Vermeersch terminent sur l'Estradé. Oui, mais enfin bon, quand vous avez leur compte en banque à la fin du mois... Oui. Mais c'est le moment pour lui, parce qu'il y a des jeunes qui viennent derrière. Il y a Del Toro, il y a Christen, il y a Morgado. Torres. C'est pas toujours Torres. Si c'est pas maintenant, c'est plus jamais. Donc 2 victoires déjà cette année, Ayuso sur la Fondrom Classic et sur le trophée Legiglia. Il a cette ambition effectivement d'un jour remporter des grands tours. Mais si notre ami Tadej et on parle toujours de rumeurs sur Roubaix, sur sa volonté de gagner les 3 grands tours, etc., continue à avoir cette volonté de s'imposer sur tous les grands tours et peut-être un jour de remporter les 3 la même année, puisque ça aussi on en parle beaucoup. Ce sera difficilement digérable pour des garçons comme Ayuso en interne. Oui, peut-être, mais enfin, justement... il est sous contrat jusque 2028, oui. donc ça peut être très long. Ça peut être un tunnel. Certes, confiance, mais est-ce que la valeur d'un contrat aujourd'hui est encore la même que celle d'il y a 4 ou 5 ans? On a vu ce qui s'est passé avec Van Gils, qui, dans une certaine mesure, en passant dans cette équipe qui devient Red Bull Bora, aide le budget de l'auto. Red Bull a de l'argent et doit se trouver un nouveau leader post-Roglic. Donc, là, on anticipe, il faut y aller. Oui, mais à un moment donné, ils vont devoir aller chercher quelqu'un de plus jeune. Est-ce que ce sera Remco? Est-ce que ce sera Ayuso? Enfin, voilà, ils vont devoir engager un potentiel vainqueur de Tour
qui ne sera pas Roglic, parce que Roglic vieillit. Alors, on évoque Ayuso, pépite espagnole. Il y a une pépite belge au départ de ce Tirreno, c'est Kian Uijtdebroeks, qui semble-t-il est reparti sur de bonnes bases en ce début d'année, en terminant notamment 5e du classement final du Tour d'Oman, et en terminant, j'ai envie de dire surtout, 5e de l'étape reine au sommet de Green Mountain, derrière Valentin Paré-Peintre, Adam Yates ou Gaudu notamment. Est-ce que quelqu'un ici a des nouvelles plus particulière, plus personnelle de Kian Uijtdebroeks sur son état de forme physique, sur son mental? En tout cas, ces résultats-là sont rassurants, Rodrigo. Il n'y a aucun élément qui nous permet d'aller dans un sens négatif. Non, c'est ça. Mais on ne doit pas s'emballer non plus. Mais l'inverse est exact aussi. Moi, je suis quand même assez surpris. C'est la 2e année du programme de Kian. Alors, 100% course à étapes. Il faut parfois aussi apprendre dans des courses d'un jour. On le met ici dans un Tirreno qui n'est pas assez dur pour lui. Il n'y a pas les longs cols comme il les aime. Et pas dans un Tour de Catalogne qui lui aurait, par exemple, à mon avis, beaucoup mieux convenu. Donc, j'ai un peu de mal à cerner ce qu'on veut vraiment chez Visma avec Uijtdebroeks. Il faut être prudent, mais ça paraît clair. C'est pas la première fois que vous le dites. Avec Vingegaard et avec Jorgenson. Il faut pas oublier qu'il y a Simon Yates qui arrive aussi pour essayer d'être beaucoup, beaucoup plus solide. Kian, c'est le futur. Il faut être prudent. Moi, je voudrais pas m'emballer, mais j'aimerais quand même, il est temps de le voir sur des courses. Je me demande si on regarde vraiment les profils des courses et on le voit très peu sur ces cols qui lui conviennent bien. Et de manière plus générale, je regardais le plateau de Paris-Nice et le plateau de Tirreno. Est-ce que vous savez que le vainqueur du dernier Milan-San Remo et le 3e, donc je parle bien sûr de Philipsen et de Van Der Poel, ne sont pas là? Il n'y a pas si longtemps, il y a encore 4-5 ans, on nous disait... Mais le monde change, hein. Depuis Francesco Moser... Chaque vainqueur de Milan-San Remo doit avoir disputé un ou l'autre. Ici, c'est complètement la révolution. Pogacar n'est pas là non plus sur aucune des deux. Van Aert n'est sur aucune des deux. Pardon, j'ai dit Van Der Poel, je me suis trompé, je parle de Pogacar. Excusez-moi, puisque c'est Pogacar qui a été 3e. Donc Philipsen 1er et Pogacar, c'est un lapsus, Pogacar 3e, je confonds les champions du monde. Donc voilà, c'est dingue. C'est une autre manière de courir, ce qui était impensable encore il y a 5 ans, aujourd'hui. Et regardez à Tim Merlier, moi, à 32 ans, j'aurais quand même voulu le voir un jour sur la Primavera, qu'il ne fera sans doute jamais. Je ne sais pas s'il peut la gagner, mais peut-être une édition avec vent de face. Un jour, Cipollini, c'était aussi notre époque, l'a fait. Cavendish l'a fait. Donc... Je me dis, quand on a un atout comme ça, c'est un regret personnel, hein, voilà, mais mais qui n'est pas du tout une critique vis-à-vis des choix de l'équipe Soudal. Alors, on ira à Kian Uijtdebroeks au mois de janvier, quand on l'a vu en stage, il a expliqué que cette année, il voulait surtout miser sur les courses à étapes d'une semaine, des courses plus petites que les grands tours, et son calendrier, forcément, a été axé là-dessus. Alors, est-ce que c'est sa décision à lui, ou est-ce que c'est la décision de l'équipe? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, lui veut se focaliser cette année sur les courses à étapes plus courtes d'une semaine. Et par rapport aux infos sur Kian Uijtdebroeks, on n'en a pas beaucoup parce qu'en fait, c'est un garçon qu'on croise très peu. Sa dernière course en Belgique, c'était le championnat de Belgique en 2023. Ça fait quasiment 2 ans qu'il a plus roulé en Belgique. Donc en fait, Kian Uijtdebroeks, on le voit quasiment jamais. On a très peu souvent l'occasion de s'entretenir avec lui. Est-ce que dans un environnement du genre l'auto, il ne pourrait pas s'épanouir un peu différemment? Il va entrer en concurrence avec Van Eetvelt à ce moment-là, donc je sais pas si c'est le bon choix. Quand je regarde un petit peu les compositions d'équipe, moi je l'aurais par exemple davantage vu chez Alpecin, par exemple. Ouais, mais voyez, on parle de structures différentes par rapport aux mastodontes, Visma ou mastodontes comme ça. Maintenant, attendez, il commence sa 2e année chez Visma. C'est en réalité sa première quand on connaît tous les ennuis qu'il a eu l'année dernière. Moi, simplement, la remarque, ça n'est pas une critique, c'est de dire, ok, c'est bien il faut qu'il essaye de gagner, qu'il fasse des courses à étapes plus courtes. La seule chose qu'il y a, c'est qu'alors que ce soit des courses à étapes où il y a des difficultés qui lui conviennent. Jérôme vient de le dire, le Dauphiné de l'année dernière était plus dur que le Paris-Nice cette année-ci. Le Tour de Catalogne ou le Tour du Pays Basque de cette année-ci seront plus durs que le Tirreno. Quand je dis plus dur,
c'est avoir donc des côtes, des cols plus longs qui conviennent à ses qualités. Il faut voir aussi ici sur le chrono par équipe, je pense que ce sera un pion important pour Visma, en tout cas pour le chrono par équipe. Et moi, je pense quand même qu'on va le voir dans le Ueterbrooks dans le top 10, mais il faut voir son travail aussi pour l'équipe. C'est vous qui avez le mot de la fin, parce qu'on arrive au bout des 60 minutes. Merci beaucoup, Cameron. Le temps passe vite quand on s'amuse et quand on parle vélo. Merci Cameron, merci Jérôme, merci Gérard, merci Rodrigo, merci Martin Weynans qui nous a rejoint tout à l'heure pour le cyclisme féminin. Merci à Rabat et à Christian qui sont en régie comme chaque semaine. Le vélo continue sur la RTBF et c'est donc tous les après-midi Paris-Nice avec une petite pensée pour Rodrigo, le dernier vainqueur belge de Paris-Nice. C'était au siècle dernier, un certain Frank van den Broek. Oui. On salue Papa Franck, évidemment. Bonne journée à toutes et à tous.